Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Plus de 193 milliards de francs CFA, c'est le montant des taxes et impôts payés à l'État par 29 sociétés minières en 2013. L'information émane du rapport 2013 de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Visite au Burkina Faso du ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile, la menace terroriste, les questions sécuritaires et le renforcement de la coopération bilatérale sont les principaux sujets qui ont fait l'objet d'échanges avec le président du Faso et le ministre burkinabé en charge de la sécurité. La présidente du Conseil supérieur de la communication s'insurge contre l'apparition du dernier numéro du journal L'Événement. Selon Nathalie Sommet, cette attitude du journal relève d'un déni de droit. Des détails dans un instant. Et puis où se trouve ce soir l'opposant nigérien Ama Amadou. Les informations sur le sujet sont contradictoires. Certaines le disent à l'hôpital pour des soins, d'autres par contre l'annoncent toujours du côté de la prison de Filengou à 180 km de Niamey. Vous entendrez le professeur Abdou Moumouni, porte-parole du parti de Ama Amadou dans ce journal. Le rapport 2013 de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, a été rendu public ce matin. Selon le document, les sociétés minières ont payé plus de 193 milliards de francs CFA à l'État en 2013. Cependant, le montant des taxes et impôts payés à l'État par les sociétés minières varie selon les déclarations des deux parties. Le gap est de 3 milliards de francs CFA. Des précisions avec Jean-Eudes Bayala et Zalissa Sanfo. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE dévoile le contenu de son 5e rapport exercice 2013 aux hommes de médias. 197 milliards de francs CFA. Voici ce que le gouvernement burkinabé déclare avoir reçu des 29 sociétés minières au cours de l'exercice 2013. Quant au même moment, les industries extractives font état d'un paiement de 193 milliards de francs CFA. Une différence de 3 milliards qui pourrait trouver origine dans le manque souvent de pièces justificatives et d'explications de certaines régies de recettes financières. Dans ce rapport, on peut aussi constater que seul Semafo Burkina Faso s'est acquitté des paiements sociaux obligatoires en 2013. L'ITIE n'a pas de réponse au pourquoi des réticences de certaines sociétés. Elle dit avoir le mérite de lever le voile. L'objectif de ce rapport ITIE est de permettre à l'État de mieux maîtriser la gestion des flux financiers entre lui et les sociétés minières d'une part, et d'autre part permettre aux citoyens d'être informés sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie extractive dans notre pays. Près de 9000 personnes sont employées dans ces industries extractives. Un chiffre auquel il faudrait adjoindre celui de Nantou Mining et de Kalsaka Mining, eux qui n'ont pas voulu dévoiler le nombre de leur personnel. Le NDI, le National Democratic Institute, a lancé ce matin son programme intitulé « Soutenir les femmes et les jeunes des partis pour contribuer à des processus politiques plus inclusifs et réactifs ». Ce programme est financé à hauteur de 930 millions de francs CFA par la coopération suisse. Objectif, renforcer les capacités des femmes et des jeunes pour leur participation active dans la vie politique et aux prises de décision. Yacouba Gamene, Janine Kambiré. Les élections municipales se tiendront le 22 mai prochain au Burkina. Occasion pour les communautés à la base de participer au choix des conseillers qui vont gérer leur localité. Le NDI, fidèle à son désir d'inclusion dans les processus électoraux, entend renforcer les capacités des femmes et des jeunes à travers un programme. Le contexte que nous venons de vivre et les perspectives qui s'annoncent également sont tout à fait claires à ce niveau. Les partis politiques sont conscients qu'il faut investir dans les femmes et chez les jeunes
pour pouvoir avoir une vision plus globale du développement local, avoir une vision plus participative et plus inclusive. Ce programme financé à hauteur de 930 millions de francs CFA par la coopération suisse va durer 3 ans. Il concernera environ 1 millier de candidats et candidates des partis et regroupements d'indépendants engagés dans la conquête de postes de conseillers. Je vois que la jeunesse est là, qu'elle veut travailler, qu'elle veut s'engager. Et je suis persuadé que ce qui va se passer dans ce pays ces prochains mois va permettre de libérer ce potentiel. Et nous sommes vraiment très heureux d'accompagner ces processus. La vice-présidente de la CENI a salué l'initiative du NDI. Pour elle, ce programme pourrait aboutir à la consolidation de la démocratie, à l'amélioration de la gouvernance pour le bien-être des femmes, des jeunes et de l'ensemble des Burkinabés. Créé spécialement pour la couverture médiatique des élections couplées présidentielles et législatives du 29 novembre 2015, Face aux médias a été un succès selon ses initiateurs. Au-delà de la couverture médiatique du double scrutin, Face aux médias a permis de former de nombreux journalistes. Prochain défi, la couverture médiatique des élections municipales. Ibrahim Sombié et Draman Guéné. Le bilan est satisfaisant pour Face aux médias. Face aux médias est une synergie de 60 médias locaux avec comme défi la couverture médiatique des élections présidentielles et législatives de 2015 sur toute l'étendue du territoire national. Après cette échéance, l'UNALFA, l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, et CFI, Canal France International, promoteur de Face aux médias, tiennent ici un atelier bilan du projet. C'est de pouvoir créer la synergie pour réunir les radios, pour couvrir quand même les élections présidentielles et législatives, les formations qui sont déroulées. Donc aussi bien en management éditorial qu'en management général, les différentes formations sur les débats politiques, les différentes formations en interactivité et autres ont permis quand même de préparer les uns et les autres donc à faire le travail. Durant 3 jours, ces professionnels des médias nationaux vont se faire une autocritique afin de préparer l'avenir. Un avenir qui présente un autre défi non moins important, celui de couvrir avec professionnalisme les élections municipales de mai prochain. La question des municipales est une question un peu différente et que la synergie telle qu'on l'a observée pour les présidentielles et les législatives peut peut-être ne pas se réaliser dans les mêmes conditions. Mais il est important de réfléchir pour capitaliser ce qui a été fait durant ces 12 mois-là. Au cours de cet atelier sur l'avenir du projet Face aux médias, une dizaine de communications sera faite autour du développement des médias. Sans plus tarder, l'exposé inaugural est ici animé par le professeur Cher Tofil Balima sur l'évaluation du travail médiatique. Le 18 février dernier, le Conseil supérieur de la communication décidait de la suspension du journal à l'événement pour une durée d'1 mois pour diffusion d'informations relevant le secret militaire. Le journal, par la suite, a obtenu du tribunal administratif un sursis lors d'un procès qu'il a opposé au Conseil supérieur de la communication. C'était le 3 mars dernier. Une décision aussitôt rejetée en appel devant le Conseil d'État le vendredi 4 mars 2016 avec pour conséquence le maintien en état de la décision du CSC. C'est donc avec amertume que le CSC a constaté l'apparition du journal ce jeudi 10 mars et il l'a fait savoir aujourd'hui. Et pour l'institution, cette attitude du journal relève d'un déni de droit et se réserve le droit de prendre les dispositions qui s'imposent. Urbain Sommet, Monkundabiré. Le feuilleton judiciaire entre le journal L'Événement et le Conseil supérieur de la communication refait surface. 3 semaines après sa suspension prévue pour une durée d'1 mois, L'Événement est à nouveau dans les kiosques depuis hier jeudi 10 mars. Une parution vue comme une résurrection par le journal, mais qui fait des mécontents au niveau du CSC. Dans l'affaire qui l'oppose à l'instance de régulation, le journal a obtenu du tribunal administratif le sursis à exécution de la décision de sa suspension le 3 mars dernier. Une décision que le CSC dit avoir aussitôt rejetée en appel devant le Conseil d'État le vendredi 4 mars 2016. Pour le CSC, la suspension du journal devrait rester en vigueur en entendant la décision du Conseil d'État. D'où son étonnement vis-à-vis de cette parution.
cette attitude de l'événement commande une seule lecture: la défiance de l'autorité et le mépris des règles de droit et de procédure. En effet, l'apparition du journal L'Événement avant la fin de la suspension est un acte flagrant de déni du droit et une bravade contre la décision d'une institution de la République. Face à ce qu'il qualifie d'attitude de défiance de l'autorité publique, le CNC dit prendre l'opinion nationale et internationale à témoin et se réserve le droit de prendre les décisions qui s'imposent. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu en audience le ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Togo. Les questions sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme, ont été largement évoquées. L'émissaire du gouvernement togolais a traduit au président du Faso la volonté de son pays de soutenir le Burkina dans le combat contre le terrorisme. On écoute le ministre togolais à sa sortie d'audience. J'ai transmis au président pour les actions du président pour le Congrès du Togo et exprimer encore une fois notre compassion sur ce qui s'est passé en janvier à Ouagadougou et rassurer le président du Faso de la disponibilité du Togo à travailler de concert avec le ministre d'État en matière de sécurité. Le bien-être de nos populations en dépend et que nous sommes tenus, nous sommes condamnés à travailler ensemble, que ce soit en matière d'échange d'informations, que ce soit en matière d'activités policières sur le terrain, pour qu'aucun de nos pays ne serve de base pour des criminels. Notre passage a été très fructueux. Le ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile a également eu une séance de travail avec son homologue burkinabé. L'accent a été mis sur le contrôle et sur la surveillance des frontières ainsi que sur les difficultés liées à la libre circulation des personnes et des biens. Reportage Moussa Ouedraogo et Ramatou Zida. Le contrôle et la surveillance des frontières, les difficultés liées à la libre circulation des personnes et des biens et la collaboration policière, ce sont entre autres questions examinées par les ministres burkinabés et togolais en charge de la sécurité. Présent au Burkina sur invitation de son homologue Simon Compaoré, Daméa Miark se réjouit des échanges fructueux entre sa délégation et les autorités burkinabées. Notre sous-région est menacée, il faut le dire. Et je dis aucun pays ne peut tout seul résoudre le problème d'insécurité qui règne. Alors nous sommes condamnés à unir nos forces, nous sommes condamnés à mutualiser nos moyens, nous sommes condamnés à mutualiser nos intelligences pour venir à bout de cette situation qui malheureusement secoue notre sous-région. Mon collègue m'a évoqué quelques plaintes de nos transporteurs du Burkina sur nos axes. Et nous allons mettre les moyens pour essayer de faire cesser ce genre de choses. Même satisfait pour Simon Compaoré. Nous, ministres en charge de la sécurité, avons tenu donc à nous rencontrer pour envisager des pistes de coopération fructueuse qui existent déjà, mais que nous tenons à renforcer pour mieux lutter et mieux gagner cette bataille, la sécurité tant recherchée par nos populations. Et le ministre togolais de lever le voile sur un dossier pendant la supposée présence de Fatou Djendjere sur le territoire togolais. Nous avons reçu par Interpol le mandat d'arrêt. Nous avons fait des recherches et elle n'est nulle part au Togo. Autre point à l'ordre du jour, le renforcement de la coopération dans le domaine de la formation militaire, la réactivation du cadre de concertation tripartite Togo-Ghana-Burkina et l'organisation d'une rencontre entre les délégations burkinabées et togolaises à Dapong sous la conduite des autorités frontalières. Les échanges ont permis aux deux délégations de constater une convergence de vues sur les préoccupations. Elles s'engagent à entreprendre des actions diligentes pour venir à bout des problèmes soulevés.
Le ministre des Ressources animales et halieutiques a rencontré ce jeudi les éleveurs et les pêcheurs de la région du Nord. Une rencontre de prise de contact qui a tout de même permis de discuter des préoccupations des acteurs du monde rural. Irénée Kaboré, Herman Toé. Tête à tête entre le ministre Somanogo Koutou des Ressources animales et halieutiques et les producteurs de la région du Nord. Une occasion qui a permis au ministre de faire connaissance et d'échanger sur les préoccupations de ces acteurs du monde de l'élevage qui constituent de nos jours la deuxième ressource économique du Burkina après le coton. Malheureusement, ce secteur rencontre d'énormes difficultés. Les produits des éléments sont trop chers. Et également, il y a la pénurie d'eau à certaines périodes de l'année. Donc, en plus de ça, nos transporteurs rencontrent des problèmes. Et si les pays limitrophes, nous avons des problèmes de marché, surtout le lait local qui n'est pas très bien connu. Notre plus grande préoccupation aujourd'hui, c'est que nous puissions vivre dignement de notre production. Nous avons suggéré au ministre qu'il n'a qu'à nous accompagner par rapport au marché institutionnel, c'est-à-dire les cantines scolaires et les camps militaires. L'ordre du jour dit avoir pris bonne note des préoccupations puisqu'il promet de les examiner afin de trouver des solutions durables. Je vois que c'est une population qui est très active sur le terrain et moi je ne fais que les encourager et puis leur dire que nous ferons tous les efforts, nous mettrons tous les efforts, tous les sacrifices que nous pouvons faire en tout cas pour les accompagner. Avant de se donner rendez-vous pour d'autres occasions, le ministre et sa délégation ont eu droit à une visite des produits de l'élevage de la région. Une signature de convention pour protéger davantage les ressources naturelles de la commune de Barsalgo dans le centre-nord. L'exploitation abusive de la forêt a poussé les autorités administratives de la commune et leurs partenaires à se donner la main pour une meilleure gestion des écosystèmes. Mathias Drabo, Abdul Rasmane Zongo. Stylo qui s'avance et touche des documents bipartites, joyeuse poignée de main, et voilà officialisée la convention locale à action globale pour les 75 villages de la commune de Barsalgo dans le San Matenga. Objectif, rationaliser l'exploitation des ressources naturelles renouvelables, des ressources sources certes de revenus subsistentiels, mais aussi et surtout de conflits existentiels entre et non comptant l'impact climatique direct. Une initiative facilitée par des partenaires dont le projet Régis ER. La convention locale vise justement à faire de telle sorte que tous les acteurs prennent connaissance de l'existant. Quel est le niveau de fragilité de ces ressources? Et maintenant, en second lieu, quels sont les modes d'accès, les règles de gestion que nous mettons en place? C'est un nouveau départ pour cette commune pilote. Nous sommes sûrs et certains que les populations parleront le même langage, toute chose qui va œuvrer à la consolidation de la paix, la tranquillité, voire au développement socio-économique de la localité. L'agriculture de conservation, la biorestauration des terres, le crédit communautaire, entre autres, sont des techniques ou solutions à proposer aux populations d'une part, afin de minimiser ou de stopper les facteurs climatiques et anthropiques, et d'autre part, d'augmenter la capacité de résilience de ces populations en matière de gestion des ressources naturelles. Un nouveau contraceptif est sur le marché. Il a été mis au point par la firme pharmaceutique Bayer avec l'accompagnement de l'ONG américaine USAID. L'objectif est de lutter contre les grossesses non désirées et de réduire la mortalité maternelle. Nong Bakouda et Amandine Lalsaga. Selon les statistiques de l'Institut supérieur de la population, au Burkina Faso, 32% des grossesses sont non intentionnelles, c'est-à-dire soit survenues à un mauvais moment, soit tout simplement non désirées. Dans le rapport de l'étude, on estime également à 105 000 le nombre d'avortements survenus en 2012. Cette situation interpelle sur l'urgence d'agir, selon le ministre de la Santé, qui lance ici un nouveau contraceptif. Le microgénome, c'est le fruit d'une collaboration entre la firme pharmaceutique Bayer et l'ONG américaine USAID. USAID pour ce lancement de microgénome FE, pour que ça soit plus accessible, pour que les femmes de Burkina Faso puissent avoir accès à une méthode de contraception sûre et durable.
Les comprimés blancs, vous les prenez tous les jours, de préférence le soir, après le repas, ou bien pendant le repas. Ceci est extrêmement important, ça permet d'éviter certains effets indésirables tels que les nausées. Tous les jours, à jour fixe, pendant 21 jours, et après vous prenez les 7 comprimés blancs qui constituent en fait le fer, tout simplement. Le ministre de la Santé se réjouit de la disponibilité du microgénone au Burkina. Pour lui, cela va contribuer à réduire la morbidité et la mortalité maternelle. Selon Smaïla Ouedraogo, l'accent doit être mis sur la sensibilisation pour améliorer le taux d'utilisation des méthodes contraceptives au Burkina Faso. La 4e édition du concours littéraire Les 8e merveilles a désigné ses lauréats hier dans la soirée. 42 productions étaient en compétition. Découvrons les lauréats avec Mokhtar Ouedraogo et Estelle Judith Assokpa. 42 candidats au départ, ils ne sont que 2 finalistes pour cette 4e édition du concours littéraire Les 8e merveilles. Face à l'assistance, le duel qui a opposé Alex Nitiema de la classe des terminales au complexe scolaire L'Aurore et Igor Bamogo, élève en première au groupe scolaire Le Messager, a connu la victoire de Alex Nitiema. Le lauréat devait expliquer au public le sens de l'expression une épée de Damoclès et Igor Bamogo, lui, être comme l'âne de Diraban. Après cette étape, tous deux se sont apaisantis sur le processus de la création de la littérature africaine. Je suis très heureux, car c'était vraiment passé d'une très grande justesse. La lecture permet de trouver certaines solutions à certains problèmes dans la vie, de s'activer, car vraiment le français et les autres langues peuvent nous permettre vraiment d'être imposants dans notre travail. Il reçoit 50 000 francs CFA, un dictionnaire universel des œuvres littéraires. Igor Bamogo, lui, à la différence des prix du lauréat, reçoit 40 000 francs CFA. Plusieurs autres prix ont été également décernés. Le prix spécial féminin est revenu à Aminata Sembego, élève en classe de terminale G2 au lycée technique Amical Cabral. Au niveau donc du français, il y a beaucoup de lacunes et les élèves ne lisent plus. Donc nous pensons qu'à travers cette manifestation, ça permettra donc aux élèves de s'intéresser au français, à la lecture et bien sûr à la littérature. Le jury note un niveau acceptable des candidats dans l'expression écrite. Pour les prochaines éditions, il recommande un relèvement du pourcentage de la note orale et l'élargissement du nombre des candidats finalistes. L'opposant nigérien Ama Amadou a-t-il vraiment quitté la prison de Filengu à 180 km de Niamey? Rien n'est moins sûr. Plusieurs informations contradictoires sur le sujet circulent. Selon le professeur Abdou Moumouni, porte-parole du parti, le prisonnier et candidat serait toujours en prison. Le point avec Nyarkiteda. Ça pourrait ressembler à un cafouillage du côté de Niamey. Hama Amadou est-il vraiment sorti de la prison pour des raisons de santé? En tout cas, des sources proches du dossier et rapportées par certains médias parlent d'évacuation sanitaire. Au même moment, au sein du parti moderne Lumana du candidat, il n'en est rien. L'évacuation n'a pas eu lieu selon le porte-parole du parti et directeur du programme de Hama Amadou. D'abord, je dément cette information. Et j'apporte des précisions. En réalité, effectivement, il y a quelques heures, le président candidat avait senti des malaises. Donc, il a été autorisé son évacuation à l'hôpital de Niamey. Et le transport devrait être effectué par hélicoptère. Donc, la procédure a été suivie. Une ambulance l'a pris de la prison jusqu'à l'hélicoptère. Mais au moment de décoller, l'hélicoptère avait eu une panne technique. Donc le président était obligé de retourner dans la prison. Après quoi, une ambulance a été dépêchée de Niamey avec une escorte militaire pour qu'il puisse quand même venir à l'aéroport, à l'hôpital plutôt. Pourquoi l'évacuation a-t-elle été annulée? Le directeur du programme de Hama Amadou répond. Il y a exactement 10 minutes, vous avez le scoop. La procédure a été annulée. On ne sait par qui ni par comment, il n'y a pas eu d'explication. La procédure d'évacuation du président malade a été annulée. Il a été admis à l'hôpital national de Niamey. Je vous le confirme et je suis en train de vous donner un scoop dans cette interview.
Ceux qui ont annulé au dernier moment cette évacuation ont dit que demain, ils enverront des médecins là-bas. Selon toujours le professeur Abdou Moumouni, Hama Amadou se porterait mieux. Sa candidature est toujours maintenue, mais participera au scrutin du 20 mars prochain si, et seulement si, il est libéré de la prison civile de Filengue. C'est à quelques 180 km de Niamey où il est détenu pour une affaire de présumé trafic de bébés. Les parutions de ce 11 mars titrent sur les présomptions de blanchiment d'argent en 2015 au Burkina Faso. Une information rapportée par la cellule de traitement des informations financières et sur la situation politique au Tchad. La revue de presse, c'est avec Evelyne Dabiri. Ils ont blanchi 96 milliards. Qui sont ces personnes? Interroge l'Express du Faso suite aux enquêtes de la cellule nationale de traitement des informations financières. Cette information qui a été révélée par le Conseil des ministres du 9 mars 2016 suscite interrogations et commentaires, poursuit le pays. Pour notre temps, ces soupçons de blanchiment d'argent au Burkina en 2015, c'est-à-dire en pleine période de la transition, viennent ruiner l'image idyllique que bien des Burkinabés se sont faits sur cette période. Et ce journal poursuit, en effet, plus les révélations peu flatteuses sont dévoilées sur la gestion du gouvernement Kwapando Zida, plus le peuple des insurgés ne reconnaît plus ses héros. Mais en attendant de situer toutes les responsabilités, écrit le pays, les faits mis en cause sont des mouvements massifs sur des comptes dormants faits dans un laps de temps, des dépôts d'argent sur des comptes de mineurs, des versements ou transferts sur des comptes privés. Ce quotidien conclut qu'il faut croiser les doigts pour que la justice qui a été saisie se donne tous les moyens de dire le droit et rien que le droit. Actualité hors du Burkina, le Soir rapporte qu'une dizaine d'associations de la société civile tchadienne a appelé la population à se servir d'un sifflet citoyen pour demander la fin de la mauvaise gouvernance et l'alternance. Cette action citoyenne consiste à siffler pendant 15 minutes à partir de 5h30 du matin et 15 minutes le soir à partir de 21h30. Voici donc une opération très sonore pour l'ex-Réseau, un concert atypique où seuls les sifflets sont les instruments acceptés, rapporte aujourd'hui au Faso, qui interroge alors, est-ce le coup de sifflet final ou un carton jaune? Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 22h15 et vous retrouverez Jacques Ramissa Tarpaga.